à nos vendredis du Congo. L'objectif Kutana vous convie. Merci d'être là, d'être venu, parce que Kutana, c'est vous, c'est nous tous, pour parler du Congo. Donc là, je vous présente le programme. Excusez-moi, je vous présente le programme de ce vendredi 19 avril, 4e vendredi. Alors, nous avons le thème « Face à la crise persistante et généralisée au Congo, le peuple peut-il encore jouer un rôle à l'instar des révolutions populaires actuelles en Algérie et au Soudan ?» Première partie, projection d'images, photos, vidéos et autres éléments en rapport avec le Congo. Deuxième partie, exposé sur le sujet par la journaliste Sadio Morel, que tout le monde connaît bien ici. Troisième partie, point de vue de Kutana sur le sujet. Quatrième partie, place aux échanges, question de l'assistance. Cinquième et dernière partie, pot de l'amitié. Donc je passe le micro à Anzumba qui viendra présenter en quelques lignes. L'image là. Tu m'as dit quoi? J'annonce Emmanuel qui a annoncé hier la mise sous contrôle des groupes armés loyaux à la Chine et l'arrestation de ses deux frères. Aujourd'hui, ils étaient des milliers de manifestants à se rassembler devant le QG de l'armée à Khartoum. Les précisions de notre envoyé spécial, Bastien Renouille. Il y avait beaucoup de monde dans les rues de Khartoum ce jeudi soir. Des groupes de dizaines, voire de centaines de personnes qui déambulaient dans la ville en chantant des slogans révolutionnaires, des slogans qui demandaient l'établissement de la démocratie dans le pays. Ces groupes étaient composés donc de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, d'âge très variés, aussi bien des jeunes que des personnes plus âgées, des hommes, des femmes, voire même des enfants qui portaient souvent des drapeaux soudanais. Ces personnes continuent à manifester malgré l'arrestation d'Omar al-Bashir et de membres de sa famille, car selon elle, tout n'est pas encore fait au Soudan. Ils demandent encore la démocratie, la fin de la dictature militaire. Or, le conseil de transition qui est à la tête du pays en ce moment est dirigé par des militaires. Ce conseil de transition a promis qu'il allait inclure des civils, mais pour l'instant, rien ne vient. Alors, les manifestants restent dans les rues. Il y a d'ailleurs une grande manifestation qui est prévue ce vendredi devant le quartier général des forces armées soudanaises. À l'heure de la prière, les manifestants vont se réunir ici pour prier ensemble et montrer leur détermination à faire changer le régime. Les accusations de soutien de la France au maréchal Haftar sont infondées. Déclaration du Quai d'Orsay. Paris qui a réaffirmé son soutien au gouvernement d'union nationale libyen suite à la publication d'un communiqué de Tripoli annonçant la suspension de la coopération sécuritaire avec la France pour protester contre son soutien présumé au maréchal Haftar, un fort de l'Est libyen. C'est ce jeudi 18 avril que devait se tenir l'élection présidentielle en Algérie. Le mouvement populaire pacifique contre le 5e mandat du président Bouteflika a démarré le 22 février, a changé le cours des choses. Aujourd'hui, ils sont des millions à manifester pour demander le départ de tout le système et rejeter la transition amorcée par les proches de l'ancien président. La correspondance à Alger de Monsaf El Kassi. Sur les réseaux sociaux, les internautes refusent déjà l'idée. C'est une mise au placard, ont-ils dénoncé, mais pas que, puisque les partis de l'opposition ont déjà fait part de leur volonté de décliner cette invitation. C'est une tentative de détourner la volonté populaire, ce qui va aggraver davantage la situation, estime par exemple le MSP. 3 personnalités ont été reçues par Abdelkader Ben Salah aujourd'hui, Ziari, ex-Assemblée populaire nationale, Belaïd, président du Front Al-Mustaqbel, et enfin l'avocat maître Milod Brahimi. Sur les réseaux sociaux, on se demande pourquoi puiser de nouveau dans le même personnel. Vous l'avez dit, Myriam, l'élection présidentielle algérienne aurait eu lieu ce jeudi 18 avril. Vous le savez, Abdelaziz Bouteflika a été candidat à sa propre succession pour un 5e mandat, mais le mouvement populaire en a décidé autrement le 22 février. Aujourd'hui, le peuple dit écrire une nouvelle page de son histoire qui n'inclura pas les figures du système actuel. Alors comment s'annonce le 9e vendredi de protestation, Monsaf ? Bah écoutez, vu ce qu'on lit en ce moment sur les réseaux sociaux, on
refuse ces consultations annoncées par Abdelkader Ben Salah, alors on devrait s'attendre à de nouveaux slogans demain, 9e vendredi de ces manifestations contre le pouvoir qui s'annoncent massives pour ne pas changer, du moins jusqu'à satisfaction de revendications de la rue. D'ailleurs, la révolte populaire se poursuit. Ce jeudi a été marqué par des manifestations où il a été question d'exprimer le rejet des élections présidentielles du 4 juillet. Les étudiants de la faculté centrale d'Alger ont de leur côté exprimé leur solidarité avec les étudiants en droit. Talaba Machi Irhab, littéralement nous sommes des étudiants, pas des terroristes, fait en lire sur leur slogan. La haine des journalistes a dégénéré en violence. Reporters sans frontières tire la sonnette d'alarme dans son rapport 2019 sur la liberté de la presse dans le monde. Ça va mieux là? Les militaires sont responsables. Après le grand visionnage d'images sur les révolutions en Algérie et au Soudan, j'appelle donc Sadio Morel-Conté, qui est journaliste, analyste politique, pour le grand débat de ce soir. Sadio. Merci à vous. Merci à toutes et tous. Merci à Koutana, sa présidente et toute l'équipe de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir exposer sur ce thème au moment où des pays d'Afrique, certains pays d'Afrique sont en tumulte justement pour réclamer leur indépendance. Alors, ce que nous avons constaté, parce qu'il s'agit des vendredis du Congo, donc forcément, nous jetons notre regard sur le Congo, sur les révolutions congolaises. Pourquoi il en manque tant? Parce que quand on regarde, même Google est avare, hein, quand on l'interroge sur la révolution au Congo. On a des dates 58, 59, il y a eu quelques tumultes, quelques soulèvements par-ci par-là. On a la date de 68, quelquefois 64, et c'est tout. Google n'en dit pas plus. Alors que dans d'autres pays, ça a commencé, les révoltes ont commencé par exemple en Libye depuis l'Antiquité. En moins 460, il y avait déjà une révolte libyenne, c'est-à-dire un fils Amos contre les Perses, en moins 460. Et d'autres pays se sont soulevés aussi par-ci par-là, mais pour les premiers signes de révolte en Europe, il faudrait venir en moins 181. Moins 181, c'est pour dire le décalage entre l'Afrique, au moins 7 siècles de décalage entre les premières révoltes en Libye, dans l'Antiquité, et ceux de l'Europe. Ensuite, quand on arrive dans les années 1000, l'Afrique est toujours en tête des révoltes. Les Almoravides qui se sont rebellés dans les montagnes de l'Atlas. C'est-à-dire là, on est plus au nord, vers la Méditerranée. Et puis, en 1572, on verra d'autres révoltes, par exemple en Asie, c'était les Tupac Amaru qui se révoltaient contre
qui ont fait une révolte au Pérou. Et puis, plus tard, bien plus tard, toujours en Europe maintenant, on voit un peu bouger l'Angleterre dans les années 1035. Je passe sur d'autres révoltes qui ont émaillé le monde. Ensuite, quand on arrive dans les années 2000, c'est l'Afrique qui a connu, dans les années 90 d'abord, on a vu que les pays de l'Est ont beaucoup bougé. On a vu que l'Afrique aussi, avec la question de la bourre, a beaucoup bougé pour réclamer sa démocratie. Mais ce n'était pas vraiment des grands révoltes, hein. C'était quasiment des choses assez organisées pour en arriver là. Mais le peuple s'est exprimé. C'était le premier moment où, massivement, les peuples d'Afrique ont commencé à dire non. Parce que avant cela, il y avait des bouleversements en Afrique, mais c'était essentiellement militaire. Même chez nous, on peut constater que rien que Sassou a pu faire tomber Marien Ngouabi, Massaba Deba, qui c'est vrai n'était pas au pouvoir déjà, mais Marien Ngouabi, Yombi Opango et Lissouba. Rien que Sassou, c'est-à-dire les bouleversements étaient essentiellement militaires avant qu'on arrive aux années 80 où l'implication du peuple, après le discours de Mitterrand et des chefs d'État africains à la Baule a eu lieu, il y a eu ces tumultes-là. On a un petit problème avec la tablette. Pas de reçu, batterie. Waouh. Si tu as Ça casse. Pardon, mais ce sont les impondérances du direct. Ouais, oui, on comprend, mais... On peut corriger, mais... La tablette est déchargée, donc tu peux pas être en direct. Et C'est comme clair. elle ne peut Comme pas le charger au peut-être même moment dans qu'elle les travaille... conditions du direct, donc c'est un peu... Ça peut pas être rechargé au même moment? Non, Ah oui. il faudrait l'éteindre, que ça charge, voilà. Ah, donc Donc je veux voir avec, si je peux le faire avec mon téléphone. Bah ouais. Non, le problème c'est pas le téléphone, le problème c'est que sur la tablette j'ai directement la page Zana. Donc il faudrait que je retrouve la page Zana sur mon téléphone. Ça passe. Mais ça c'était avant, mais c'est pas ça. Donc à un moment tu n'auras plus. Je mets directement sur ton compte. Le problème c'est que là tu suis sur le compte de Ziana. Ziana est difficile. Il faudrait que je... Toi tu peux, parce que tu n'es pas... On peut passer par Internet. On peut passer par Internet. Je peux pas revenir sur ça, je vais continuer. Comment je peux l'expliquer? Non, ça c'est ce qui est fait, hein. Ça reste là, mais sinon, ça va rester sur... Non, moi je voulais le fond complet. Ah, Si je te le fais comme ça, je peux faire un montage visuel. Aussi. C'est vraiment... C'est pour le monsieur. Merci. La même chose, monsieur, aussi. C'est-à-dire un Suisse Un coca, tout ça. Ah, un coca, tout ça. Avec des glaçons. Avec des glaçons. Coca, très bien. Il fait chaud, hein? Ah, pas plus que chez nous. Ouais, c'est vrai. Chris. C'est un mot. Moi, je ne reprends pas.
C'était très beau. Tu t'étais bien lancé, tu vois. Ça toutes les belles choses ont une fin. Et tu diffuses tout ce qui se passe. Hein? Lui, il n'a pas arrêté. C'est des arguments techniques, hein. Ce sont des directs. Ça peut arriver. Et donc, je vais essayer de reprendre ce que j'avais déjà commencé. Pour les vendredis du Congo, donc, nous sommes au 4e vendredi. Et donc, il s'agit aujourd'hui de parler des tumultes. Vu l'état de crise très aigu au Congo, pourquoi on n'arrive pas à faire tomber notre dictateur alors que beaucoup, pour bien moins que ça, ont pu faire partir les leurs. Alors, avant de commencer, je m'en vais succinctement dire quelques révolutions qu'il y a eu dans le monde. Et malheureusement, quand on va chercher sur Google, qui reste très avare, peu bavard, sur les révoltes au Congo, on trouve que quelques dates, hein, quelques petites dates en 58, 59, 63, 68, et c'est tout. Mais par contre, déjà, dans l'Antiquité, en moins 460, le fils Ramos s'était dressé en Libye contre les Perses. Et lorsqu'on revient vers, dans le contexte européen, il faut venir vers moins 181 pour voir les premières prémices des révoltes en Europe. Et ça fait déjà 7 siècles d'écart entre les premières révoltes en Afrique et ceux de l'Europe. C'est bien après, toujours en Afrique, dans les années 1000, jusqu'à 1509, en Afrique, on a vu les Almoravides se dresser, se soulever dans les montagnes de l'Atlas, hein, dans la Méditerranée, un peu plus au nord de l'Égypte. Et en ce qui concerne l'Amérique latine, il a fallu les années 1572 pour voir les Tupac Amaru au Pérou se soulever aussi. Bien plus tard, c'est en 1095 que l'Angleterre est rentrée dans la phase de révolte aussi, pour dire combien l'Afrique a pris très tôt son destin en main pour contrer certaines choses qui refusaient, hein, qui semblent être aujourd'hui acceptées, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, quant à la France, c'est en 1789, de 1789 à 1799, que la France s'est soulevée. Hein. Dans l'histoire des révoltes en Afrique, il s'agissait, vous reconnaissez bien cette date, c'est la date de la Révolution française. Et dans les années 1800, c'est encore en Afrique qu'on a vu les grands soulèvements, l'Égypte encore, et puis entre 1905 et 1906, les premiers soulèvements au sud du Sahara ont commencé, c'était avec la rébellion des Touaregs, hein, déjà à cette époque-là. Et puis plus tard, en 68, il y a eu une révolte congolaise. Et l'Inde a connu sa grande révolution aussi, hein, avec la révolution silencieuse ou de non-violence avec Gandhi, qui a produit ses effets et qui ont retenti, hein, pendant longtemps. C'était au 19e siècle déjà. Alors, l'Afrique a eu son lot, hein, dans les années 90 même. C'était pratiquement téléguidé, c'était des syndicalistes qui, après le discours de Ball, où une certaine personnalité française, notamment Mitterrand, avait exigé, avait conditionné l'aide au développement de l'Afrique au multipartisme, donc à l'instauration de la démocratie. Et en Afrique, on a surtout beaucoup connu des bouleversements militaro-politiques. Rien qu'au Congo, nous avons pu voir que Sassou a eu raison de 3 ou 4 présidents. Massaba Deba, qui n'était plus président, mais qui a été liquidé. Ngwabi, au pouvoir, est parti. Ensuite, il y a eu Yombi, qui l'a fait partir. Et enfin, les Souba, par une guerre qui a duré, qui a été très meurtrière pour notre pays. Mais plus tard, dans les années 2000, surtout vers 2011, quand il y a eu le printemps arabe en Tunisie pour une orange, ils ont pu faire tomber une dictature très féroce. Le Burkina aussi avait commencé en 2011 à se soulever, mais son aboutissement a eu lieu en
2014 plutôt. Et entre-temps, on a vu par-ci par-là des pays dire non à leurs dictateurs. Et au Sénégal, le mouvement Y en a marre s'est mis en place pour dire non au changement de la constitution de Wade et qui voulait mettre en place un système qui faisait que c'est son fils qui allait être Premier ministre et prendre la suite de son mandat. Et ils ont réussi, ils ont pu faire partir Wade, Macky Sall a pris le relais. Et ensuite, maintenant, ces jours-ci, en fin d'année, nous avons constaté qu'au Soudan, il y a eu une révolte qui a commencé en province. Il y a eu des morts. Et c'était à cause de la hausse du prix du pain. Le pain en Tunisie, c'était une orange et au Soudan, c'était du pain. Mélangé, oui, bien sûr, à une crise économique qui a fait que les chutes du prix du pétrole, le Soudan qui était divisé en deux, l'essentiel du pétrole se trouvant au sud. Donc, Béchir se retrouvait face à une conjoncture qui, avec l'augmentation du prix du pain, a fait exploser. Et pendant 4 mois, les Soudanais étaient dans la rue, pacifiquement. Pendant les 3 premiers mois, il y a eu entre 30 et 50 morts, mais ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ont obtenu le départ de Béchir 4 mois après. Et ils ont réclamé le départ de tout le système parce que est-ce qu'il serait normal de faire partir un homme et de laisser son système en place tout en sachant que c'est un régime fortement militarisé, les services secrets étant en place et c'est un régime aussi, il faut le dire, qui avait 30 ans de vie. Alors, ils ont pu faire partir celui qui a été le Premier ministre qui avait reprimé, qui était nommé Premier ministre justement en février, tout près là, pour reprimer les manifestations. Lui aussi, la rue a pu le faire partir jusqu'à ce qu'ils ont pu trouver quelqu'un de consensuel, parce que n'oublions pas que c'est la société civile parsemée à travers le monde dans sa diaspora qui a téléguidé, qui a galvanisé les troupes sur place et qui a tenu mordicus à ce que ça soit tout le régime qui parte. Un peu après, donc, en début 2019 toujours, c'est l'Algérie qui est rentrée dans sa phase de printemps. La suite, c'est le printemps arabe en Algérie a vu le jour avec la demande du peuple, pacifiquement, du départ d'Abdelaziz Bouteflika et de tout son régime. Alors, quelques semaines après, tous les vendredis, ils ont battu le pavé. Quelques semaines après, Bouteflika a faune, il ne parlait plus, mais il a pu dire de quelque manière qu'il n'allait plus pouvoir se présenter. Et la pression a continué et les Algériens réclament aussi le départ de tout le système. Mais alors, au vu de tout ça, la question que l'on se pose, c'est pourquoi nous, Congolais, qui vivons pire depuis 40 ans, sinon du moins ces 5 dernières années, où la dictature s'est renforcée et ne parvient pas à laisser de l'espace au peuple. Ça a commencé par des problèmes d'eau, de manque d'électricité, de manque de routes, de manque d'accès normal à Internet, jusqu'à ce que ça s'est accentué par manque de plateaux techniques dans nos différents CHU. Et on a encore, ça montait encore d'un cran, le manque d'empathie du pouvoir a monté encore d'un cran quand il s'est mis à ne plus payer les pensionnaires, les boursiers et les salariés. Nous sommes toujours là, en train d'accepter, comme si nous sommes fascinés par toute cette oppression qui nous arrive. Et lui qui se dit, Sassou, qui se dit bâtisseur, homme de la paix, peut-on parler de paix quand il n'y a pas de paix sociale? Quand il manque de paix sociale. Aujourd'hui, le Congolais qui veut acheter une orange doit peut-être traverser, aller à Kinshasa ou monter le fleuve pour aller au Cameroun en trouver, s'il a des moyens. Quand on a son argent et qu'on aille se faire soigner, on ne peut pas, parce que le plateau technique de nos hôpitaux ne sont pas satisfaisants. Donc, quel que soit ce qui se passe, on meurt. Que Sassou nous tue ou pas, nous mourrons. Que Sassou nous touche ou pas, nous mourrons. Indirectement, il est en train de finir ce peuple-là
tout dernièrement, actuellement, à quoi assistons-nous? Au soubresaut des étudiants, par-ci par-là, au pays, qui ont quelquefois, d'Abidjan en Ukraine, en Russie, en passant par Cuba et je ne sais où encore, qui cumulent quelquefois jusqu'à 30 mois d'arriérés de bourse. Et qu'on a tous vu que le 10 septembre, le 10 mars tout près, ce président-là est allé inaugurer une église, une cathédrale ou une basilique portant le nom de sa défunte fille. Il a construit des hôpitaux dans son village. Il est en train de prendre notre argent pour bâtir son petit village qui n'abrite que quelques âmes, au détriment des 4 500 000 Congolais. Alors, si Sassou lui tout seul a pu nous faire tout ça à nous tous et qui a pu faire tomber des dirigeants, ses prédécesseurs et même l'un de ses successeurs, comment se fait-il que nous qui sommes des millions n'arrivons pas à le contrer et à faire en sorte qu'on ait le dessus? Parce que vous savez que l'armée algérienne est la deuxième plus forte en Afrique après celle de l'Égypte. Et que Béchir est plus féroce encore que Sassou. Beaucoup plus féroce. Béchir a 2 mandats d'arrêt internationaux sur sa tête pour des génocides, crimes contre l'humanité, massacres à son peuple. Et pendant 10 ans, pendant les 10 ans que court son mandat, il a pu voyager plus de 150 fois. Mais lorsque son peuple a décidé, ils ont pu le tomber. Voilà, je vais m'arrêter un peu là pour faciliter les échanges. Mais avant cela, j'ai pu faire venir pour un témoignage un jeune Malien qui a connu la révolution de 91, qui a fait tomber une dictature de 21 ans, de 23 ans au Mali, la dictature de Moussa Traoré. Il emporte une balle dans les pieds et pourtant, il continue toujours. Je l'ai connu sur Facebook il y a une dizaine d'années. Ensuite, quand j'ai été chassé de mon pays pour le Mali, il était à Bamako, on a pu se voir. Et quand je l'ai revu à Paris, c'était pour une manifestation des assises, que les assises avaient appelé pour la mémoire de Régis Batoula, ce jeune qui avait été tué parce qu'il vendait des CD des opposants à Pointe-Noire ou à Brazzaville, je ne me souviens plus. Et enfin, pour vous dire que Reporters sans frontières aujourd'hui, dans son dernier rapport, a classé le Congo encore 117e pays avec à la clé des journalistes qui sont obligés de s'exiler ou de se taire. Voilà un peu, ça ne concerne pas que les journalistes, les politiciens, vous les avez vus, tous se sont aujourd'hui font motus bouche cousue parce que l'oppression est forte, alors que, à mon avis, un fort bloc peut déboulonner cette dictature. Et puis en plus, j'ai à mes côtés encore une jeune juriste ivoirienne qui a été doublement primée pour son combat pour les droits des migrants et a eu aussi un prix qu'on appelle le prix Mandela pour son engagement. Donc elle nous parlera de quel cadre juridique peuvent bénéficier les manifestants voilà, pour ne pas trop subir ou pour pouvoir contrer les dictatures féroces. Donc Ablaïba, son témoignage. D'accord. Sadio, merci. Merci à Koutana. De m'avoir associé. Merci également à Koutana. Merci à Diana TV qui fait la couverture de l'événement. Je m'excuse un peu parce que je suis un peu enrhumé. Donc ce qui fait que ma voix ne peut pas porter plus haut que ça, malheureusement. Mais seulement je ferai un effort pour que ma voix soit le plus audible possible. Donc, comme Sadio l'a dit, au Mali, depuis des décennies, depuis 1968, où il y a eu un coup d'état militaire, nous avons des aînés qui ont dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'en 1968, quand Moussa Traoré, le général à l'époque, il était lieutenant, a pris les rênes du pays via un coup d'état, il y a eu des gens qui se sont dit tout simplement, on ne va pas laisser faire, on va se battre jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, 23 ans durant, il y a eu des emprisonnements, des déportations, parce qu'il y avait des bails au nord du Mali, comme Kidal, comme Kaoudini, c'était des zones où il y avait des mines de sel. Donc, et des scorpions du désert. Donc ce que ce dictateur faisait, il prenait ses opposants
ceux qui étaient épris de démocratie et de justice, ils les prenaient, ils les déportaient au nord. Donc même si tu veux t'enfuir, là c'est la mort certaine qui t'attendait dans les déserts. Donc personne, il n'y avait pas d'échappatoire. Nombre de ces prisonniers politiques ont pu échapper à Kidal et à Taoubéni. Mais malheureusement, heureusement, il y en a qui n'ont pas faibli, qui ont continué la lutte jusqu'en 1990, où il y a eu le fameux vent de l'Est. Pour revenir sur le thème du jour qui est-ce que les révolutions en cours, les soulèvements populaires en cours au Soudan, en Algérie peuvent avoir des répercussions dans les autres pays? Moi j'ai dit oui. Parce que dans les années 90, quand Mitterrand a fait, Sadio en a fait allusion à la première partie, a fait son fameux discours de la boule où il exhortait les pays africains à adopter, à être beaucoup plus démocrates. Je me rappelle très bien, il y a eu à l'époque notre dictateur malien, le général Moussa Traoré, qui a eu à lui répondre en disant que la démocratie n'est pas une camisole de force où on peut imposer à quelqu'un. Donc, mais quelques temps, et quelques temps après, il y a eu la chute du mur de Berlin. Donc quand le mur de Berlin s'est écroulé, on sait, il y a eu plusieurs thèses de complot de l'intérieur. Bon, les étudiants et beaucoup de choses. Mais cela a permis quand même à l'humanité d'avoir l'instauration d'une pensée unique. Moi personnellement, je suis d'une idéologie de gauche, donc je déplore forcément la chute de ces murs-là. Mais seulement, ça a permis à nos autres pays, à nos aînés à l'époque qui nous entraînaient dans la lutte, à pouvoir s'organiser mieux. Donc en ce moment, il y a eu la création d'associations libres, de journaux libres. Ils ont forcé. Il y a eu au Mali Alpha Omar Konaré qui fut le premier président élu démocratiquement après la dictature, qui avait créé avec d'autres camarades qui avaient connu même la baille, mais par miracle il avait été sauvé, une extrémiste, et ont pu créer un organe de presse qui s'appelait à l'époque les Échos. Et il y a eu d'autres organes de presse, il y a eu des associations de créer, telles l'association des élèves et étudiants du Mali, qui a été le fer de lance de toute la révolution de mars 91. Mais durant 4 jours, il y a eu quand même le dictateur, il a fait sortir des chars, il a fait sortir toutes les BRDM, toutes sortes d'artillerie lourde de guerre contre les populations. Mais cela ne nous a pas fait peur. À l'époque, moi j'avais 17 ans, et il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus âgés. Mais on s'est dit, voilà, nos pères, notre motivation c'était quoi? Ton père était fonctionnaire, il faisait 6 mois sans salaire. Et le dictateur leur répondait, si vous n'êtes pas payé, pourquoi vous continuez à travailler? Donc toutes les familles maliennes subissaient ça, de plein fouet. Et donc si tu parlais aussi, tu étais déporté, ou tu étais bastonné, ou tu étais emprisonné. Donc on s'est dit, trop c'est trop. Et nous, à l'école à l'époque, on était dans les lycées, il y avait, le salle de classe était vétus, il n'y avait pas de manuel scolaire, les tables bancs commençaient à tomber en lambeaux. Donc on s'est dit, maintenant, il est temps qu'on se réveille. Mais il y a eu des jeunes qui certains ont qualifié même de fous, qui s'habillaient en pancarte, qui sortaient tout seuls dans les rues à l'époque. La population les faisait croire que voilà, c'est des fous. Mais seulement tout ça, ça a été entraîné parce que tout simplement, quelque part, il y avait un grand empire qui venait d'être écoulé suite à des manifestations gigantesques, d'où la dislocation de l'Union soviétique. Donc la conséquence directe, c'était ça, sur nos pays. Donc durant 4 jours, on a manifesté. Il y a eu, le gars il a tiré sur tout ce qui bougeait. Il y a eu 213 morts, il y a eu plus de 1000 blessés. Donc actuellement, parmi les blessés, il y en a qui continuent à mourir de la suite de ces blessés. J'ai pas mal de camarades à Paris ici, soit qui sont tétraplégiques, ou soit qui sont atteints maintenant de problèmes d'amnésie, qui deviennent amnésiques et tout ça, parce qu'ils ont reçu des projectiles dans les trucs. Moi qui vous parle, j'ai 2 fragments de grenades dans mon bassin, on ne peut pas l'opérer, malheureusement pour moi. Parce que moi je continue à vivre avec l'espoir que mon peuple sera libéré pour de bon. Comme exemple concret, dans les semaines passées, il y a eu des manifestations, de grosses manifestations à Bamako. Et le résultat, c'est quoi? Hier soir, il y a notre Premier ministre qui a démissionné parce que sa tête était réclamée. Pourtant, le régime actuel, c'est un régime démocratique. Mais les religieux ont porté le flambeau de la demande de changement
et ils l'ont obtenu. Et voilà, pour faire bref, seule la lutte libère. Il ne faut pas se décourager. Les dictateurs, ils peuvent être puissants, mais à un moment donné, les soldats ne vont pas tirer sur leur propre peuple. C'est ce que je dis. Je veux justement rajouter que le Premier ministre, celui qui était Premier ministre jusqu'à hier, 23h à Bamako, est tombé en 10 jours. En 10 jours, parce que il était journaliste, il était le chantre de la démocratie malienne, parce que c'est lui qui galvanisait derrière, il faisait partie de ceux qui galvanisaient les populations pour le soulèvement contre la dictature. Il a été directeur des services secrets au Mali, il a travaillé avec tous les régimes jusqu'à hier soir, où il y a 10 jours, les religieux ont appelé à une manifestation contre lui. Il y a eu plus d'1 million de personnes dans les rues à Bamako. Et avant-hier, mercredi, les députés, 147 sur plus de 100 députés sur les 147 de l'hémicycle malien ont mis une motion de censure contre lui et son gouvernement. Et parmi ces députés, il y avait non seulement ceux de l'opposition, mais ceux du parti au pouvoir. Parce qu'on soupçonnait qu'il commençait déjà, les élections ont eu lieu à peine en juillet au Mali, il commençait déjà à s'organiser pour être futur candidat et s'imposer président dans 5 ans. Donc avec ces soupçons-là, ceux qui se sont dit, ils ont milité pendant longtemps pour pouvoir être aussi visibles au plus haut sommet de l'État, se sont sentis floués. Et donc hier soir, alors que la motion devrait être discutée aujourd'hui, être mis en débat aujourd'hui à l'Assemblée, il a choisi de démissionner. Donc il se faisait appeler le tigre. À chaque fois qu'on contestait ce qu'il faisait, il se disait que lui, il est le tigre. Et les Maliens lui ont répondu, le seul tigre que nous connaissons dans le Sahel, c'est le chat. Donc ils ont fait en sorte que ce chat ne les perturbe pas et ils ont mis fin à sa carrière par différentes manifestations. Bon, à présent, je vais dire à Marie-Paul que je demande d'applaudir fortement. Elle se bat beaucoup pour le droit de la justice. Et Marie-Paul Babli, qui est ivoirienne, juriste, et qui est doublement primée pour son engagement auprès des migrants. Elle a eu aussi un prix qui s'appelle le prix Mandela, que j'ai eu l'occasion de toucher. Voilà, donc elle va nous dire de quoi doit s'entourer un manifestant pour ne pas subir les foudres d'une dictature tenue par quelques personnes, une poignée de personnes. Ouais, très bien. C'est vrai que ce que je vais dire, ça pourrait sembler être... bonsoir déjà à tous, et merci Sadio, ainsi que Janitini, à tous. En fait, quand je regardais très bien, lorsque tu m'as proposé le petit thème, que je vais faire très rapidement, c'est vrai que je pars tout de suite d'un principe international. Vous savez qu'il y a quand même des principes de droits de l'homme qui existent, c'est certain. Il y a la liberté d'expression et il y a la liberté effectivement de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est un principe fondamental pour tout citoyen et tout être humain. Et donc la déclaration des droits de l'homme, en son article 10, effectivement le prime. Voilà. Donc, normalement, lorsque on souhaite exprimer un mécontentement ou une revendication, on peut donc se réunir. Ça, c'est un principe. Et ça, c'est normalement dans ce qu'on appelle dans tous les pays les blocs de constitutionnalité et également, bien sûr, dans la charte africaine aussi des droits de l'homme, puisque ce que nous allons dire se rapporte à l'Afrique. Mais maintenant, le droit de manifester. Bien sûr qu'on a un droit de manifestation qui est issu effectivement de ce principe de la liberté d'expression. Ça, tout simplement. On a le droit de se réunir pour dénoncer et pour revendiquer des droits. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est normalement libre. Dans tous les pays, je ne parle pas seulement des pays développés, je parle même des pays africains parce que c'est dans notre charte africaine des droits de l'homme. Voilà. On a le droit de se réunir pour effectivement revendiquer et dénoncer et bien sûr dire à notre peuple, enfin à nos gouvernements que nous ne sommes pas satisfaits de la politique menée maintenant. Ensuite, ça c'est toujours le principe, on va dire que la réalité est vraiment différente. Normalement, on laisse la liberté à chaque pays d'aménager effectivement cette liberté d'expression. Voilà. Et c'est là où maintenant, dans chaque pays, ça peut diverger. Même dans le pays où nous sommes, qui est un pays de droits de l'homme, la France, elle préconise, par exemple, que pour manifester, il faut faire une demande à la préfecture ou à la mairie. D'accord? Et quand la demande est autorisée,
Là, maintenant, on peut manifester. Mais il faut savoir que dans le droit international, non. Normalement, vous avez le droit de vous réunir et de manifester sans demande préalable. Il faut normalement informer. Il faut informer, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une autorisation pour manifester. Il est normal que pour un gouvernement, il se demande de réguler un peu une manifestation pour ne pas qu'il y ait des débordements, ce qui est normal. Il n'y ait pas de débordements parce qu'ils sont là pour protéger l'intérêt général et l'ordre public. Mais ils ne doivent pas néanmoins empêcher des citoyens de manifester et de revendiquer. Donc ça, il faut le comprendre. Maintenant, quand vous sortez dans la rue, lorsque vous sortez dans la rue que vous n'avez pas eu d'autorisation, ce n'est pas illégal. Je répète, ce n'est pas illégal. Par contre, s'il y a des débordements, il y aura forcément des forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre non plus n'ont pas le droit d'user de la force à un certain degré si vous êtes déjà immobilisé. Voilà. Donc souvent, ce que nous voyons, ces grands débordements que nous voyons, après c'est vrai qu'il y a des casseurs, il y a des choses dans les marches qui peuvent arriver, on peut les arrêter et tout, parce que lorsque vraiment il y a un trouble à l'ordre public. Un gouvernement non plus n'a pas le droit d'arrêter une marche, sauf qu'il estime que c'est dangereux, ou il peut juste changer l'itinéraire. Mais ils n'ont pas le droit d'empêcher des manifestations. Le seul problème, c'est qu'en Afrique, ces principes-là sont généraux, et ça je le dis, seulement c'est qu'en Afrique, normalement, le gouvernement dit qu'il s'arroge le droit de dire qu'une manifestation déroge à l'ordre public. On dirait plutôt la manifestation dérange le gouvernement. Et c'est là qu'on voit les sévices que nous voyons couramment, c'est-à-dire les chicottes, les matraques, les arrestations arbitraires, etc., les déportations, etc. Normalement, dans le droit, ce n'est pas autorisé. Et c'est le gouvernement qui a tort. Le seul problème, encore une fois, de plus en Afrique, c'est que qui fait la loi, c'est le gouvernement. Alors que normalement, on devrait avoir une séparation de pouvoir. Mais c'est le gouvernement qui estime que ces manifestants dérangent l'ordre public, donc se doit de les arrêter, de les mettre en prison et de faire tout ce que nous voyons actuellement, et même de tirer sur des citoyens. Et donc, maintenant, la vraie vérité, c'est que souvent on voit, comme au Soudan, on va continuer à tirer pour pouvoir faire une révolution populaire. Il est certain que ça demande de la volonté, du courage des citoyens qui veulent vraiment faire changer les choses. Parce que les gouvernements défendront toujours le beefsteak. Maintenant, ça dépendra de la détermination du citoyen à aller jusqu'au bout. Parce que ces lois, ils les connaissent, mais ils ne les mettent pas en pratique. Et comme ils sont maîtres dans leur pays, effectivement, ils feront la décision arbitraire, je dis bien arbitraire, de mettre les gens et de les emprisonner. Sinon, une manifestation, et je le répète, je vais m'arrêter là, elle est tout à fait légale et elle doit respecter les droits de l'homme et du citoyen à une liberté d'expression. Je vous remercie. Alors maintenant, je crois que c'est à Madédé de Merci, donner le point de vue de Koutana. Non, c'est pas moi qui donne le point de vue de Koutana. Ah. Je crois que Manzumba était un peu en retard et pas trop réactif. Non, mais parce que j'ai vraiment le débat. Ok, c'est pas grave. Je vous présente celui qui va donner le point de vue de Koutana. Il s'appelle Chris Bamzouzi. Il est vice-président de Objectif Koutana. Donc Chris, à toi la parole, tu peux venir devant. Viens devant, s'il te plaît. C'est mieux. N'aie pas peur du public. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je remercie tout d'abord les intervenants qui ont exposé le thème du jour et qui ont apporté leur témoignage. Un peu plus fort, on entend pas très bien. Vous avez pas alors, parlé comme vous le savez, lors des Vendredis du Congo, l'intervenant expose son sujet et ensuite Objectif Koutana apporte son point de vue. Et je vais vous présenter le point de vue d'Objectif Koutana. Le peuple congolais dans son histoire a déjà eu à prendre son destin en main à plusieurs reprises. C'était le cas en 1969 avec la révolution dite des Trois Glorieuses. En 1991 avec la conférence nationale souveraine, et à chaque fois, le chef de l'État de l'époque cédait son pouvoir sans résistance. Toutes ces révolutions ont réussi parce que certaines conditions ont été réunies. La première, l'unanimité du peuple sur une revendication. En 1963,
tous étaient d'accord pour dire non à la tentative d'instauration d'un parti unique au Congo. L'unanimité du peuple a toujours été l'élément déclencheur d'une révolution populaire. Les récentes révolutions en Algérie et au Soudan confirment encore cette règle. En Algérie, le peuple a été unanime pour dire non à la candidature de Bouteflika. Au Soudan, le peuple était unanime depuis décembre 2018 pour dire non à la multiplication par 3 du prix du pain. En France, le peuple était aussi unanime pour dire non à l'augmentation du prix de l'essence, ce qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes. L'unanimité reste l'élément déclencheur dans toute révolution populaire. L'unanimité peut aussi exister sans déclencher la révolution. Pour que l'unanimité déclenche le changement, il faut 3 vecteurs. Le vecteur est la deuxième condition d'existence d'une révolution populaire. Chez les Gilets jaunes, le vecteur était une simple pétition invitant le peuple à prendre position. Cette pétition avait recueilli plus d'1 million de signatures. C'est ce qui a ouvert la porte au mouvement. La troisième condition pour une révolution réussie, c'est l'organisation et la détermination. Sur ce point de vue, nous vous laissons le soin de développer vous-même. Répondant plutôt à la question, face à la crise persistante et généralisée au Congo, le peuple peut-il encore jouer un rôle? En d'autres termes, les 3 conditions que nous venons d'évoquer pour redonner le pouvoir au peuple peuvent-elles encore être réunies au Congo actuellement? Notre réponse est évidemment affirmative. L'unanimité existe. Les institutions congolaises du 25 octobre 2015 sont mauvaises, car non démocratiques, non républicaines et despotiques. Elles renferment tous les pouvoirs de l'État entre les mains d'un seul. Objectif Kutana, le crie depuis 2016. Les évêques du Congo l'ont aussi décrié plus sagement dans une lettre ouverte que nous avons tous lue. Quand le FMI exige la bonne gouvernance avant tout accord financier avec notre pays, c'est en premier lieu une exigence d'institutions démocratiques dans notre pays et non dans le sens de la mauvaise gestion de notre gouvernement, comme on veut le faire croire au peuple congolais. Car le gouvernement d'un pays, c'est d'abord l'affaire des institutions de ce pays. Si vous en avez déjà qui garantissent l'indépendance de la justice et l'autonomie du Parlement, alors en cas de défaut financier avec n'importe quelle institution, celle-ci portera son exigence sur la bonne gouvernance de votre gouvernement et non sur la bonne gouvernance, sur la bonne gestion de votre gouvernement et non sur la bonne gouvernance. L'unanimité, c'est d'exiger des institutions de bonne gouvernance au Congo. Objectif Kutana avait emboîté le pas dans ce sens en février 2018. En proposant en plus au peuple congolais un élément vecteur, une pétition appelant à l'abolition de la Constitution du 25 octobre 2015 afin d'exiger de nouvelles institutions, de bonne gouvernance au Congo. Mais cette initiative a été moins suivie par le peuple alors que la revendication faisait l'unanimité. Elle fait encore l'unanimité de nos jours. C'est pour cela que l'objectif Kutana existe et nous appelle tous à y participer pour exiger un nouveau contrat social. Un contrat de concorde nationale, diraient certains, afin de pacifier notre pays et de le mettre sur les rails de la bonne gouvernance et de la prospérité. Je vous remercie. Nous allons donc poursuivre ce débat et donner la parole à nos invités. Mesdames et messieurs, si vous avez
des questions, c'est le moment. Bon, je vais me permettre de prendre la parole pour essayer de faire de la modération. La question principale, elle est connue. Je pense que nos trois exposants ont bien circonscrit le sujet. Il y a eu pas mal d'exemples sur d'autres pays. Nous les connaissons tous, ça fait partie de notre instruction. Les vendredis du Congo privilégient beaucoup plus qu'on parle du Congo. Et je pense qu'on fera le résumé à la fin, mais il y a certains points qui ont été soulevés d'ordre général pour dire qu'il y a un droit international qui existe, le droit de manifester, et toute révolution part toujours par une manifestation populaire. Et souvent, dans des pays totalitaires, il étouffe la révolution à partir de la première manifestation. C'est là qu'ils sont un peu plus forts. Parlons du Congo, la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les éléments qui peuvent amener le peuple à faire sa révolution, le peuple à prendre son pouvoir, ce qui n'est pas mauvais, pour le peuple, c'est pas aussi mauvais pour le dictateur. Parce que quand le peuple reprend le pouvoir, c'est la protection de tout un peuple. Et souvent, dans cette reprise de pouvoir du populaire au Congo, on l'a vu, en 1991, vous savez, les dictateurs n'ont pas été châtiés, les dictateurs n'ont pas été maltraités. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifiste, c'est un peuple de pardon. Et donc, toute révolution populaire ne peut pas être aussi mauvaise pour les dictateurs qui n'aient pas peur de cela, mais c'est plutôt bien, quand le peuple reprend son pouvoir, c'est toujours bien pour le pays tout entier. Et c'est toujours bien pour pacifier le pays, et même pour assurer une bonne suite dans la progéniture de même ceux qui ont fait du mal. Parce que dans une révolution populaire au Congo, je vous garantis que ça va toujours se poursuivre par le pardon. Parce que le Congo, les Congolais ne sont pas des belliqueux, nous le savons. Et nous pouvons parler donc de cette question. Est-ce que le peuple congolais peut encore? Il y a eu un résumé de Koutana. Koutana pense que le peuple congolais peut encore. Parce qu'il suffit qu'on soit unanime sur une seule revendication. Mais ce qui casse les soulèvements, quand il y a plusieurs revendications, il faut une seule revendication qui peut entraîner une avalanche des revendications. Mais on commence toujours par une seule qui unit tout le monde. Et à partir de cela, on avance vers un monde meilleur, on va dire. Donc, voilà, le débat est ouvert. Je vais faire la modération avec votre permission. Alors, le débat est ouvert. Ici, la parole est demandée. La parole est demandée par Monsieur Marc Mapingou. C'est encaissé, je peux la prendre ou non, il y a... devrais-je passer par des formalités spécifiques? Vas-y. Bon, nous sommes dans un contexte de débat citoyen. Je voudrais, si vous me permettez, parce que parfois, ce n'est pas seulement dans ce contexte ici, mais bien ailleurs, il est démontré que lorsqu'on prend la parole, je crois que la parole est une force. Et lorsque vous avez cette force de la parole, dites-vous bien, vous vous situez dans quel contexte êtes-vous? Dans le contexte de l'ennemi qui est combattu, ou êtes-vous dans le contexte de la victime qui doit naturellement parler au point de donner la qualité à la voix? Je ne parle pas du développement de l'explicatif qu'il doit, ou bien du raisonnement qu'il doit soulever. Ça, c'est juste une petite parenthèse dans le contexte de la prise de parole. Disons-nous bien que lorsqu'on prend la parole, dans un contexte d'intérêt général, cette parole ne doit pas faiblir, elle ne doit pas être fragile, elle ne doit pas être timorée. Elle doit s'afficher, elle doit s'affirmer, je le dis, et c'est valable pour tout le monde, en tout contexte. Et quand j'ai dit cela, je passe. Ça, c'était l'aspect communicationnel. Maintenant, alors, pour parler du Congo, dans le contexte de cette thématique qui nous intéresse ici, qui a été, on va dire, brillamment développée, est-ce que cette révolution, ce type de révolution, est-il, on va dire, assimilable, n'est-ce pas, dans le contexte congolais?
Moi, je dis, mais il est plus qu'assimilable. Je réponds ou tu réponds en même temps à ta question? Je démontre, je développe, après c'est discutable. Je dis, il est plus qu'assimilable, ce d'autant plus que le Congo, sa population, dans son entité, est meurtrie depuis la nuit des temps. Cela n'est point nouveau, puisque ça a été rappelé, et ça sera toujours rappelé à chaque fois que cela sera nécessaire. Donc, au-delà de tout, au-delà du pain, pour l'exemple qui a été pris en ce qui concerne la Tunisie, au-delà de l'orange, pour un autre exemple aussi, qui a servi à cette révolution, on va dire un peu, voilà, ça c'était le cas du Soudan, mais je crois que pour ce qui est du peuple congolais, le sang a traversé des océans, les pleurs n'ont plus de limite. Le peuple pleure, mais il pleure en silence. Le peuple pleure, mais il pleure en silence. Alors quand un peuple pleure, mais en silence, qu'est-ce qui lui reste? C'est tout au moins de s'exprimer, de dire pourquoi il pleure. Est-ce que ce peuple va-t-il attendre la communauté voisine, fut-elle régionale, celle de l'Afrique centrale, donc des pays qui entourent ce pays, ce Congo naturellement, ou alors le plus international? Donc la problématique elle est là. Je pense qu'une fois que l'on est touché dans son fort intérieur, les pleurs peuvent vous donner des forces inestimables. Donc cette révolution, elle est faisable, elle est jouable, elle est légitime. J'en ai terminé. Merci. Avant de donner la parole au président du collectif Jeunesse Debout, je donne la parole à M. Marc Mapingo qui l'a demandé avant tout le monde. Merci. Merci et bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont intervenu tout à l'heure, Sadio, et puis nos amis du Mali et de la Côte d'Ivoire. Contribution très intéressante. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la révolution. Je n'ai pas entendu ici la définition déjà de la révolution. Qu'est-ce qu'une révolution? Les marxistes, je n'en suis pas un, disaient que la révolution est un changement violent par lequel une classe en renverse une autre. Parce qu'on est dans une dialectique marxiste. Je ne suis pas marxiste. Mais au moins, c'est comme ça que les marxistes ont défini la révolution, et toutes les révolutions, puisqu'il s'agit du Congo, qui se sont passées chez nous, ont été inspirées plus ou moins par cette approche marxiste, ou bien marxienne. Parce qu'en 1963, ceux qui arrivent sont des anti-libéraux, et ils font cette révolution, ce sont tous ces jeunes officiers, et puis cette élite qui était formée ici, qui avait milité, et qui revient avec des slogans marxistes, et ils ont estimé qu'il fallait faire la révolution. En vous écoutant, je m'interroge personnellement sur trois choses. La première, c'est que je pense que l'histoire est imprévisible. Ce que on a essayé de définir, d'écrire ici, qu'il s'agisse du Soudan, qu'il s'agisse de la Tunisie, qu'il s'agisse même de la Libye, ça a été des moments inattendus. Et Zweig disait que, effectivement, l'histoire, à un moment donné, est imprévisible. Un rien suffit pour faire balancer l'histoire. On a vu comment des grands événements se sont passés dans l'histoire du monde, sans pour autant que même les auteurs ou les acteurs de ce mouvement soient capables de définir. Tout à l'heure, par exemple, on parle, est-ce que sincèrement le vendeur de légumes ou le vendeur de fruits savait que ce mouvement pouvait apporter ce qui est arrivé? C'est pour dire tout simplement qu'il ne faut pas désespérer. Il y a des choses qui peuvent naître au moment où personne ne s'y attend. Ma deuxième intervention, c'est pour montrer aussi que la révolte, ou la liberté, je crois qu'on a parlé tout à l'heure du courage,
c'est Peggy qui disait que, Charles Peggy qui disait que la liberté est un système de courage. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'effectivement, si on veut gagner la liberté, ben, il faut être courageux, il faut se battre. Et quelquefois, au prix de sa vie, il y a eu des gens qui ont laissé leur vie parce qu'ils se sont sacrifiés, ils sont morts pour ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est un message qui s'adresse aux nouvelles générations. Parce que c'est cette jeunesse qu'on voit en Libye, qu'on a vue en Libye, c'est cette jeunesse qu'on voit en Algérie, les étudiants, c'est cette jeunesse qui aujourd'hui s'exprime à Cuba, s'exprime en Côte d'Ivoire, s'exprime au Sénégal, qui sont des étudiants, qui revendiquent leurs droits et qui en fait répondent tout simplement à ce que Fanon disait, que de toutes les façons, c'est l'histoire de chaque génération de prendre son destin en main ou de ne pas. Et quand j'ai dit tout ça, j'espère aussi que il faut espérer. Je crois que quelqu'un ici a parlé d'espoir. Mon cher ami, vous qui étiez au Mali, vous avez dit ici que vous traînez, et je m'incline devant ce courage, vous avez avec vous des blessures, des stigmates de ce que vos combats ont effectivement apporté comme blessure. Et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous avez dit que ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est que ce pourquoi vous êtes battu hier puisse aujourd'hui réussir, ne fût-ce que pour les générations qui arrivent. Et on est donc dans ce moment d'espérance. On est dans ce moment d'espérance aussi, dans ce moment où ceux qui se battent, ceux qui doivent se battre, affronter justement le feu au Congo ou ici ou ailleurs, doivent avoir un slogan simple. Nous n'avons plus peur. Et tant qu'il n'y aura pas ce slogan, il n'y aura aucun changement. Effectivement, j'ai dit que la révolution est un acte violent par lequel une classe en renverse une autre. Mais cet acte violent peut faire aussi que beaucoup laissent leur vie. Mais c'est une affaire de génération. Sinon, écoutez, il y a des générations qui ont fait ce qu'elles devaient faire. Elles ont apporté leur contribution. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse. C'est pour cette raison que les jeunes doivent comprendre que c'est leur problème, c'est leur vie. Donc, je conclus là mon propos sur ma contribution sur ce slogan simple, n'ayez plus peur parce que le combat que nous menons, forcément, laissera des vies, des traces, il y en a qui traîneront des blessures sur eux, mais ce qui est important, c'est l'avenir de demain, et ce qui est important, c'est l'espérance, et cette espérance, nous sommes là pour cette espérance-là. Je vous remercie.